fin cet après-midi à Bamako de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, dénommé visa Liptako. Ce visa communautaire sera valable pour l'entrée de chacun des pays membres de la Confédération. Les forces armées ukrainiennes sont confrontées à une vague importante de désertion, ce qui complique davantage une situation déjà critique sur le terrain. Cette pénurie a facilité la progression de troupes russes. Par ailleurs, des problèmes d'organisation viennent aggraver la situation déjà critique. Plusieurs nouvelles brigades ont été constituées à partir de rien et se sont révélées complètement inutiles. Dans leur analyse, ces deux spécialistes de la finance anglo-américaine reconnaissent que les BRICS se sont imposés comme une force alternative échappant au contrôle total des États-Unis et de leurs alliés, tout en constituant un contrepoids grandissant à l'influence américaine sur la scène internationale. Donald Trump a mis ses menaces en exécution et a décrété une augmentation des tarifs douaniers de 25% à l'encontre du Canada et du Mexique, 10% en ce qui concerne les ressources énergétiques comme le pétrole qui prend effet mardi 4 février. Trump a également confirmé qu'il frappera l'Union européenne de mesures similaires très prochainement. Le double discours des médias occidentaux. Le traitement médiatique occidental des conflits africains est d'une géométrie variable qui frise l'indécence. Quand il s'agit d'évoquer la présence des Russes au Mali, au Burkina Faso, etc., le terme mercenaire fuse sans aucune nuance, aucune. Un vocabulaire qui se veut accusateur, stigmatisant et qui sert à merveille le narratif anti-russe. Seulement voilà, quand d'autres supplétifs d'obédience occidentale foulent le sol africain, la sémantique se fait soudainement plus discrète, voire euphémiste. Le vocabulaire mercenaire disparaît comme par enchantement, laissant place à des expressions plus neutres comme paramilitaire, contractuel ou instructeur. Dernier exemple en date, la présence au Congo de près de 300 paramilitaires, c'est-à-dire 300 mercenaires roumains exfiltrés au Rwanda selon RFI. On imagine déjà les gros titres et les plateaux télé enflammés. Si ces hommes avaient eu le malheur de parler russe. Mais là, rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'il se trouve que ces soldats d'élite travaillent pour une société dirigée par un certain Horatius Potra, un franco-roumain au passé trouble de légionnaire, visiblement bien introduit dans les arcanes de la France-Afrique. Comment expliquer cette réalité sélective? Serait-ce parce que ces paramilitaires, qui sont en fait des mercenaires made in France, roumains, bénéficient d'un traitement de faveur parce qu'ils servent les intérêts économiques et politiques des puissances occidentales? On serait tenté de paraphraser le célèbre adage. Ce qui est un crime quand il est commis par un Russe est une simple incartade quand il est le fait d'un occidental. Là, c'est la photo des mercenaires en question. Les voilà. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Alors on continue. Le confrère français Thomas Dietrich dénonce à juste titre ce double standard et rappelle l'exemple des mercenaires français tels un certain Olivier Bazin ont opéré en République démocratique du Congo dans la plus grande discrétion médiatique. Comme quoi le phénomène n'est pas nouveau. On comprend mieux pourquoi dans les pays de l'AES la méfiance grandit à l'égard de ces médias occidentaux si prompts à pointer du doigt les autres mais si discrets sur leurs propres protégés. À croire que l'objectivité dans ces cas-là est une denrée rare. Alors, à quand une information plus équilibrée, moins manichéenne? Quand est-ce que les médias occidentaux vont cesser de faire le tri entre le bon et le mauvais mercenaire, entre ceux qui servent leurs intérêts et les autres? Sans doute quand ils cesseront de prendre leurs lecteurs et auditeurs pour des idiots. En même temps, je dirais que c'est leurs médias. Ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Tout ce que ça a comme conséquence, à notre niveau du moins, c'est qu'on arrête de les suivre simplement parce qu'on sait que ce sont des menteurs. Voilà, c'est tout. Faudra seulement contrebalancer aussi avec des médias de notre côté qui décrivent notre narratif. D'ailleurs, vous vous êtes bien rendu compte qu'à un moment donné, le monde occidental a cette appétence, cette habitude à vouloir classifier les choses. Il y a les animaux que l'on peut manger, les animaux que l'on ne peut pas manger. La vache, on mange. Le poulet, on mange. Le chien, on ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le chien est plus valeureux que les autres animaux. Le chat, ça alors est intouchable. Pourquoi? Le chat est mignon.
Est-ce que le lapin n'est pas aussi mignon ou bien il y a un souci? Le lapin, on peut manger, pas de souci, mais le chat, on ne peut pas manger parce que c'est mignon. Donc, vous voyez qu'ils ont vraiment cette habitude à vouloir hiérarchiser les choses. Et c'est systématique chez eux. J'écoutais encore un documentaire animalier où la personne qui parlait dans le documentaire, vous voyez comment est-ce qu'il compare les habitudes des animaux à ceux des humains. Il traitait une espèce de poisson là d'harceleur parce que c'est une espèce de poisson qui s'agrippe à son partenaire, il reste collé à son partenaire, mange les nutriments de son partenaire, etc., etc. Pour lui, il appelle ça du harcèlement, etc. C'est-à-dire, il donne une caractéristique humaine ou une conception humaine de la société à des animaux qui ont des conceptions complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que sa manière de penser, leur manière de penser, de voir le monde est une vérité absolue. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de critiquer les cultures des autres ou de comparer des choses incomparables comme le comportement des animaux dans leur environnement au comportement des humains. C'est débile, mais c'est courant. Donc, je voulais ainsi introduire cette vidéo par cette pensée pour qu'on puisse continuer. Qu'est-ce qui se passe? Les forces armées ukrainiennes sont confrontées à une vague importante de désertion, ce qui complique davantage une situation déjà critique sur le terrain. D'après le journal britannique The Guardian, voilà ça que nous sommes en train de regarder, l'armée ukrainienne souffre d'un manque criant d'effectifs, en particulier parmi les fantassins. Cette pénurie a facilité la progression de troupes russes. Par ailleurs, des problèmes d'organisation viennent aggraver la situation déjà critique. Plusieurs nouvelles brigades ont été constituées à partir de rien et se sont révélées complètement inutiles. On peut lire là, tout le monde est fatigué. L'ambiance a changé. 2 points. La crise des désertions de l'armée ukrainienne. Ce phénomène est principalement lié à l'absence de période de repos suffisant pour les soldats déployés en première ligne pendant de longues durées. Les hauts responsables militaires ukrainiens admettent que la situation tactique et stratégique dans la zone de combat est très difficile. Malgré des tentatives de mobilisation accrues, l'armée peine à combler ses pertes. Dans ce contexte, Kiev cherche à rejeter la responsabilité de ses revers militaires sur sur ses partenaires occidentaux, sur ses commanditaires en Occident, leur reprochant des livraisons d'armes tardives et en plus en quantité insuffisante. The Guardian rapporte également les propos d'Ola Rechetilova, médiatrice militaire et commissaire chargée de la protection des droits des soldats, qui reconnaît les raisons poussant certains militaires à fuir. Elle l'admet. Elle dit, je cite, « S'il faut être honnête, la situation est grave. Après 3 ans de guerre à grande échelle, il est naturel que les soldats soient à bout. » Elle souligne que de nombreux militaires souffrent de troubles psychologiques et qu'un simple différend avec la hiérarchie peut suffire à provoquer une désertion. C'est un problème complexe. On ne peut pas le résoudre uniquement par des sanctions pénales. Lorsqu'un soldat doit choisir entre mourir au front ou alors se faire emprisonner, il va naturellement opter pour la seconde option. C'est comme ça qu'elle conclut son élocution. Là, on a même le témoignage d'un de ses déserteurs. Lorsque la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine il y a 3 ans, Victor était prêt à mourir pour son pays. Il s'est porté volontaire pour défendre Kiev, alors que les chars ennemis apparaissaient et a rejoint les forces armées ukrainiennes. Au printemps 2023, il combattait dans la ville de Tonenke, près de la ville, j'arrive pas à prononcer ça. Ville d'Avdiivka. Et on dit ceci, entre guillemets, c'est ce qu'il disait en tout cas. Quand je suis arrivé, j'étais super motivé. Si nécessaire, je donnerais ma vie, se souvient-il. Peu après, cependant, il a perdu ses illusions. La bataille fut furieuse. Les Russes écrasèrent nos positions, a-t-il déclaré. Des commandants ukrainiens de haut rang ont donné des ordres irréalistes. Puis, alors qu'il défendait un bâtiment en ruine, un panneau lui tomba sur l'épaule. Après avoir reçu des injections pour réduire la douleur, on lui a dit de retourner à l'avant. J'ai réalisé que je n'étais personne, juste un chiffre, a-t-il déclaré. En décembre 2024, le journal britannique Financial Times rapportait que le nombre de désertions au sein des forces armées ukrainiennes durant les 6 premiers mois de l'année 2024 avait presque doublé par rapport aux chiffres cumulés de 2022 et 2023. Donc, ceux qui ont déserté les 6 premiers mois de 2024 étaient le double de tous ceux qui ont déserté durant toute l'année de 2022 et toute l'année de 2023. C'est énorme et ça ne dépassait pas de peu. C'était littéralement le double des 2 précédentes années cumulées. Cette année là, environ 60 000 procédures pénales ont été ouvertes contre des soldats accusés d'avoir abandonné leur poste au combat. Un général ukrainien s'exprimant sous couvert d'anonymat a précisé que le taux de désertion les plus élevés concernait les unités d'infanterie et les brigades d'assaut. L'armée ukrainienne enquête également sur la disparition de soldats formés en France. Un service spécialisé dans la recherche des militaires portés disparus a été mis en place au sein de la 55e brigade de forces armées ukrainiennes baptisée Anne de Kiev, qui avait été équipée
armés et entraînés en France. Cette information a été confirmée par la commissaire de la protection des droits des militaires. Et elle l'a confirmée sur Facebook le 30 janvier. Voici ça là. Il est écrit, c'est la traduction Facebook, à la base c'est en russe. Attendez, je vous montre. À la base, voici ça, c'est en russe. Et puis il y a la traduction automatique que Facebook fait. Donc, il est écrit plusieurs jours de travail dans la région de Donetsk dans les unités militaires de combat sur divers sujets. L'un des principaux objectifs de ces travaux était de reconnaître les circonstances de la disparition des soldats de la 55e brigade mécanisée séparée. Les proches de l'armée n'ont pas eu de communication appropriée avec parti. Maintenant, un nouveau Combrink et ses adjoints ont créé un département d'investigation qui comprend des représentants de chaque bataillon qui a subi des pertes. Les enquêteurs reconstituent en fait minute par minute les événements au cours desquels le contact avec les militaires a été perdu, découvre quelles mesures ont été utilisées pour évacuer, analyse les rapports de renseignement pour comprendre ce qui aurait pu arriver aux frères disparus. Il s'agit d'un bon exemple d'une approche non officielle des enquêtes de la fonction publique, mais d'une enquête réelle qui devrait être mise en œuvre dans d'autres unités militaires. Il est vrai que ces départements d'investigation devraient être déployés non pas post factum, mais en temps réel. En plus de mener des enquêtes officielles de qualité, c'est aussi une source d'analyse pour les commandants et un sujet de conclusion de travail sur les erreurs. Dans un avenir proche, les familles des disparus de la 155e brigade vont recevoir des informations complètes sur la situation de leurs proches. Les journées de travail intensives dans des pièces de combat donnent une compréhension complètement différente du cours des événements. Alors que Kiev discutait du sort de la brigade 155, ces soldats poursuivent des batailles héroïques. Lors de l'enquête auprès des témoins, j'ai demandé s'ils connaissaient toutes les informations sur les enquêtes journalistiques, sur les procédures pénales. À laquelle un sergent m'a répondu: nous savions et savions seulement que nous devons garder Podkrovsk. En résumé de tout ce bavardage, elle a simplement indiqué que ses équipes s'efforcent d'éclaircir les circonstances de ces disparitions. Elle a fait comprendre que les enquêteurs retracent minutieusement les événements, minute par minute, pour comprendre à quel moment la communication avec les soldats ont été perdue. On voit qu'un scandale a éclaté autour de la 155e brigade Anne de Kiev à raison d'un grand nombre de désertions. Un problème reconnu aussi bien par Paris que par le commandement militaire ukrainien. Plus de 30% des effectifs de cette unité auraient abandonné tout simplement leur poste. Le 20 janvier 2025, le service de sécurité d'Ukraine a procédé à l'arrestation de l'ancien commandant de la brigade, l'accusant d'avoir laissé se multiplier les départs non autorisés au sein de son unité. Voilà. Sinon, en dehors de ça, on apprend que la majorité des nations du monde continuent d'avancer sur la voie du développement sans prêter une grande attention aux pressions et aux menaces exercées par une minorité de puissances dépassée par les bouleversements actuels. On parle bien sûr de l'Occident. Les sanctions et les mesures coercitives unilatérales n'ont plus l'effet escompté, du moins sur les États ayant pleinement affirmé leur souveraineté. Un article intéressant a été publié dans le South China Morning Post, un quotidien anglophone basé à Hong Kong, dans la rubrique Opinion. Il est signé par deux experts occidentaux. William Rhodes, ancien PDG de la banque Citibank et actuel dirigeant de la société Conseil Road Global Advisor, ainsi que Stuart McIntosh, directeur exécutif du Group of 30. G30 en gros, c'est un think tank établi à Washington. Dans leur analyse, ces deux spécialistes de la finance anglo-américaine reconnaissent que les BRICS se sont imposés comme une force alternative échappant au contrôle total des États-Unis et de leurs alliés, tout en constituant un contrepoids grandissant à l'influence américaine sur la scène internationale. Selon eux, globalement, les BRICS pourraient à terme supplanter le G20 en tant que principal forum pour de nombreux États. Ils mettent notamment en avant le sommet des BRICS de 2024 en Russie, qui a marqué les esprits par son ampleur, tout en soulignant l'échec des puissances occidentales à isoler Moscou sur la scène diplomatique. Les auteurs révèlent également de nombreuses convergences entre les membres des BRICS, notamment un consensus relatif autour du soutien de la Russie dans son bras de fer contre l'Occident, une opposition commune aux sanctions unilatérales et engagement actif en faveur d'une réduction de la domination du dollar américain dans le commerce international. Si ces constats ne constituent pas une nouveauté en soi, il est intéressant de noter qu'une fois de plus, la reconnaissance de ces réalités géopolitiques viennent d'observateurs du monde anglo-saxon, même si c'est à contre-cœur qu'ils l'admettent. C'est un phénomène encore plus rare, voire inexistant, au sein de l'espace européen qui semble s'orienter vers le déni et un régime de plus en plus autoritaire. Les menaces proférées par l'actuel dirigeant de Washington, Donald Trump, y compris à l'encontre des BRICS, doivent être analysées dans un contexte où l'ère du diktat
occidentale touche à sa fin. Parce que là, Nathalie Yam nous apprend que la guerre économique intra-occidentale a commencé. Donald Trump a mis ses menaces en exécution et a décrété une augmentation des tarifs douaniers de 25% à l'encontre du Canada et du Mexique, 10% en ce qui concerne les ressources énergétiques comme le pétrole qui prend effet mardi 4 février. Trump a également confirmé qu'il frappera l'Union européenne de mesures similaires très prochainement. En retour, le Canada a annoncé une hausse des tarifs douaniers des produits américains au Canada. Trump a prévu que cette riposte canadienne entraînera une augmentation encore plus substantielle des tarifs de la part des États-Unis. Ça me rappelle ce que Piotr Tolstoï disait dans son interview que j'ai récemment publiée, que la méthode de Trump, c'est la méthode d'un businessman qui use de la force, de la menace pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais bon, lui, il le dit en tant qu'homme politique. Moi, je vais reformuler ça. C'est la méthode de la mafia, tout simplement. La méthode de Trump, c'est la méthode de la mafia. On continue avec le mot de Nathalie Yamb. Je le répète depuis son premier mandat, la présence de Trump aux États-Unis est une opportunité d'émancipation extraordinaire pour nous Africains. Les charognes qui nous dépaissent habituellement sont occupés à se défendre contre les attaques de leurs alliés et maîtres Yankees. Sortons vite des accords qui ne nous arrangent pas. Exploitons toutes nos ressources, notamment fossiles, pour produire de l'énergie bon marché en quantité. Fabriquons ce que nous consommons et consommons ce que nous fabriquons. Sécurisons nos territoires et vivons tranquillement et confortablement chez nous pendant que les autres vont se battre dans leur jardin d'Éden. Elle a mis ça entre guillemets. On a une fenêtre d'opportunité géopolitique petite comme une lucarne. Ne la ratons pas cette fois-ci. Signé Nathalie Yamb. Et je suis complètement d'accord avec elle. En fait, c'est juste du bon sens, tout simplement. Il est essentiel de rappeler que les États-Unis dépendent fortement des marchés des nations des BRICS, tant pour leurs importations que pour leurs exportations. En conséquence, le modèle de relations hiérarchiques imposé par Washington à l'Union européenne ne saurait s'appliquer aux BRICS, ni aux nations du Sud global, ni à la majorité des pays du monde d'ailleurs. Cette réalité s'impose d'autant plus dans le contexte économique actuel, au point que même les experts les plus alignés sur les intérêts financiers occidentaux ne peuvent plus l'ignorer. La compétition ne se limite plus seulement à la sphère géopolitique et économique, mais s'étend désormais au secteur stratégique des hautes technologies. C'est ce que souligne Oleg Yanovsky, chercheur à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou et associé général d'Ayton, une société de capital risque spécialisée des technologies. Dans cet article que vous voyez là, voici l'auteur, Oleg Yanovsky. L'article est titré « Dans le marathon mondial de la suprématie technologique, la taille des BRICS compte ». Sous-titre 2 points. Les BRICS collaboratifs et flexibles donnent à la Chine et à la Russie un avantage significatif sur l'Occident de plus en plus défensif et restrictif. Donc, dans cet article, il insiste sur le fait que dans la course mondiale à la suprématie de la technologie, la bataille et l'envergure des BRICS constituent un atout majeur. Selon lui, la flexibilité et la coopération entre ces États confèrent un avantage significatif à la Chine et à la Russie qui dirigent l'organisation face à un Occident devenu de plus en plus défensif et restrictif. Vous comprenez maintenant le sous-titre. Dans ce contexte, le refus des puissances occidentales d'accepter un monde fondé sur l'inclusion et la coopération, sans arrogance ni condescendance, les place face à une dure réalité. Non seulement elle constitue une minorité sur la scène mondiale, minorité qu'elle a toujours été factuellement, mais elle s'enferme dans une posture de restriction systématique et de menace inefficace. Pendant ce temps, la majorité mondiale poursuit simplement son développement. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'ils vont perdre du terrain jusqu'à ne plus rien avoir du tout. On passe à l'AES dans une information qui fait très plaisir, la continuité de tout ce qui est déjà mis en place et de tout ce qui continue à être fait. Après avoir introduit un passeport biométrique commun, l'Alliance des États du Sahel s'apprête à lancer un visa communautaire baptisé Visa Liptako, destiné à faciliter l'entrée des personnes non ressortissantes de la CEDEAO sur le territoire des 3 pays membres. Les citoyens des États ouest africains restent quant à eux exempts de visa, malgré le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de cette organisation régionale. Une réunion s'est tenue à Bamako le 1er et 2 février pour finaliser les derniers détails de ce projet. Cette rencontre intervient après le lancement du passeport biométrique commun à l'AES en fin du mois de janvier. Je crois que c'était le 29 janvier. Lors de l'ouverture des discussions, le ministre malien de l'Intérieur a souligné que l'introduction de ce visa unique s'inscrivait dans une démarche globale d'harmonisation de documents de voyage et d'identité initiée en novembre 2024. Le nom du visa Liptako rend hommage à l'émirat du Liptako, un territoire fondé en début du 19e siècle par les Peuls, qui est un peuple établi dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest aussi, en Afrique centrale quand même, depuis très longtemps. Le terme Liptako signifie l'indomptable, ou alors ça signifie littéralement
impossible à traverser. Par exemple, une rivière impossible à traverser. Voilà, c'est impossible à traverser que ça signifie. L'Iptako. Fin cet après-midi à Bamako de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, dénommé visa Liptako. Ce visa communautaire sera valable pour l'entrée de chacun des pays membres de la Confédération. Les travaux qui ont regroupé les experts des 3 pays membres ont permis de proposer un modèle de visa unique d'entrée dans l'espace AES. Il est également proposé un e-visa qui sera délivré en ligne. L'objectif d'un tel exercice serait, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, d'assurer la fluidité des déplacements des ressortissants de l'AES et offrir le même confort aux ressortissants des pays qui nous entourent. Il reste à présenter au ministre en charge de la Sécurité le reportage complet de Alousseni Touré dans nos futures éditions. Donc voilà, le monde continue sa marche. Vous, j'attends vos avis et vos analyses en commentaire de cette vidéo. Toujours un plaisir de vous lire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.